Partout dans le monde, des chercheurs préparent déjà de nouvelles générations de robots qui vont nous ressembler et peut-être un jour nous dépasser. Bienvenue dans le monde de l'intelligence artificielle, de la science-fiction devenue réalité. Le 21e siècle sera-t-il celui des humanoïdes? Bonsoir, ici Jean-François Lépine, bienvenue à Zone Libre. C'est un rêve vieux comme le monde. L'homme réussira-t-il un jour à construire des robots aussi intelligents que lui, capables de nous servir, de nous remplacer? Des livres, des films, des séries de télévision ont imaginé toutes sortes de scénarios, y compris des scénarios catastrophes. Qu'arrivera-t-il, par exemple, quand ces robots intelligents seront en mesure de nous détruire? Eh bien, si vous pensez que tout ça, c'est de la science-fiction, détrompez-vous. Au moment où on se parle, au Japon ou aux États-Unis, des chercheurs s'affairent à transformer ce rêve en réalité. Georges Amar et Achille Michaud ont rencontré des scientifiques qui construisent déjà des robots qui pensent, qui dansent et qui ont des émotions. Imaginez que les mécanismes de la vie, la logique du cerveau, les fonctions du système nerveux ne sont pas si mystérieux que ça et qu'au fond, tout peut être reproduit par l'homme. Imaginez qu'un jour, on ne puisse plus distinguer entre le naturel et l'artificiel. Imaginez enfin que c'est inéluctable, qu'on ne peut plus arrêter la marche scientifique vers la création de machines qui pensent et qui agissent. Un jour, l'humanité va comprendre le fonctionnement du cerveau. Et donc... Il va pouvoir le reproduire. Ah oui, certainement. Mais va-t-il pouvoir le faire mieux que le nôtre? Beaucoup mieux. Et c'est ça qui est effrayant. Et les choses pourraient commencer à se gâter sérieusement, parce qu'on ne contrôlerait plus les machines. Ces robots créés pour nous aider, nous accompagner, nous divertir, vont-ils finir par nous dépasser? Ce monde-là est-il si loin de nous? Sera-t-il plus agréable ou plus dangereux pour l'homme? D'aussi loin qu'on se souvienne, l'homme a caressé le rêve de créer des machines ou des êtres qui lui ressemblent. Le cinéma et la télévision en ont fait une sorte de fantasme incroyablement lucratif. Voici Oscar, le premier robot québécois à la télévision. C'était le fruit de l'imagination de l'époque. Minute! Vous n'avez rien vu encore! Moins sophistiqué que les Star Wars d'aujourd'hui, il était néanmoins lui aussi capable d'échapper à son créateur, de faire le bien et le mal. Il n'y a pas de professeur maléfique dans les laboratoires de recherche. Il n'y a que des défis scientifiques et technologiques. Ce laboratoire du MIT à Boston essaie de réaliser ce qu'on croyait impossible jusqu'à récemment, comprendre et reproduire quelque chose d'aussi simple que le fonctionnement des jambes. Ce mouvement de balancier de la jambe se fait de manière passive. Il n'est pas nécessaire de le contrôler activement, comme pour la plupart des robots. Il a des rotules. Oui, pour empêcher la jambe de plier dans l'autre sens. Et pour contrôler la hauteur, il suffit d'appuyer pour mettre la rotule en place. Ce n'est pas évident de faire tenir en équilibre sur deux pattes une autruche de tôle. C'est l'exemple des merveilles que l'on peut maintenant produire en ingénierie et en informatique. Il a fallu 1 an pour construire ce bipède. Si l'on compte la somme de travail qu'il faut pour écrire le programme informatique qui le fait marcher, on comprend, cette machine est précieuse.
On comprend aussi qu'une fonction aussi simple que marcher, au fond, est un incroyable casse-tête. Pourtant, on y arrive. C'est un grand défi scientifique de construire un humanoïde? Oui, c'est une excellente application. Parce que pour relever ce défi, il faudra trouver la solution à bien des problèmes de robotique et d'intelligence artificielle. Alors, si on parvient un jour à construire un humanoïde, ça voudra dire qu'on aura trouvé des solutions à ces problèmes. Les chercheurs du MIT développent en ce moment ce que l'on pourrait appeler un alphabet du corps humain. Et ça donne des résultats fascinants. Ce n'est pas tout. Vous voulez une pirouette avec ça? On a un petit frisson la première fois qu'on se fait suivre du regard par un robot. Celui-ci s'appelle COG. Il est né au laboratoire d'intelligence artificielle du MIT. Ce n'est pas pour marcher qu'on l'a construit, c'est pour penser. Enfin, essayer de décortiquer ce que l'on pourrait appeler la conscience, comme apprendre à interagir, au moins sommairement, avec des personnes. On peut s'approcher de COG, le toucher sans se faire arracher un bras, puis il voit. Dans ses yeux, on a mis des caméras munies de lentilles périphériques et de focalisation pour qu'il puisse bouger les yeux et voir le monde qui l'entoure. Ses bras ont la même forme que les nôtres. Il peut interagir avec nous, nous prendre la main et nous regarder dans les yeux. Ce sont les interactions sociales fondamentales qui, croyons-nous, sont à la base de l'intelligence. Chaque étape dans la construction ou la création d'un humanoïde rappelle la complexité de l'être humain. À défaut de pouvoir définir exactement ce qu'est l'intelligence, les chercheurs tentent de reconstituer une par une, minutieusement, ses manifestations les plus simples, comme les sens, par exemple. Des chercheurs japonais financés par leur gouvernement y travaillent. Ce robot a des émotions. Des émotions? Qu'est-ce qu'il fait quand on est fâché contre lui? Il exprime ses émotions par des couleurs. Par exemple, le bleu signifie qu'il va bien. Bleu, donc, c'est son état normal. Si je lui serre la main, il est heureux et l'écran devient jaune. Si je lui donne un coup, il devient rouge. C'est la colère. Et après? Qu'est-ce que vous allez faire après? Nous nous sommes concentrés sur le cortex cérébral. Le cerveau, le voici. C'est Hugo Dugaris, un chercheur britannique à l'emploi de la firme japonaise ATR de Kyoto, qui pense pouvoir le reproduire. Il a travaillé 7 ans sur une machine qui promet, selon lui, de réaliser une première mondiale, connecter 75 millions de neurones pour commencer. Ça semble beaucoup, mais c'est modeste si l'on considère qu'au dernier compte, le cerveau humain en contenait au moins 100 milliards. Mais il est optimiste. Il y a une tendance, une espèce de loi technologique, je crois, c'est que la vitesse de progrès n'est pas linéaire, c'est pas comme ça. C'est plutôt comme ça, c'est exponentiel. Il y a un doublement de quantité de nouvelles connaissances ou de progrès. Donc c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, c'est 1, 2, 4, 8, 16, hein? C'est comme ça. Et donc, Dugaris a ranimé une théorie des années 50, celle des réseaux neuronaux. Il s'agit de relier par ordinateur des puces de silicone qui peuvent communiquer entre elles à la manière des cellules du cerveau. La théorie veut qu'un ordinateur doté d'un tel moteur fonctionne comme le cerveau humain, c'est-à-dire qu'il pourrait raisonner. La capacité informatique étant aujourd'hui presque infinie, Hugo Dugaris voit l'émergence d'une nouvelle race qu'il appelle les artéleques. C'est une compression des mots artificiel et intellect.
C'est un grand risque à faire construire ces athlètes parce qu'un jour, peut-être, ces athlètes vont décider que l'espèce humaine, c'est un peste. Impossible, dites-vous. Il n'y a pas si longtemps, on croyait utopique l'idée de faire marcher un robot. Pourtant, celui-ci s'appelle P3. La firme Honda y a travaillé en secret pendant 10 ans. Tout le petit monde de la robotique a été pris par surprise. Il est téléguidé, fonctionne dans un environnement préalablement inscrit dans sa mémoire. Tous admettent que c'est une merveille technologique. On n'a pas idée de la complexité de cette machine. La firme Honda reste très suspicieuse, ne donne pas beaucoup d'informations. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle veut éventuellement qu'il puisse répondre aux commandes vocales. Qu'on le veuille ou non, la recherche pour faire un humanoïde est rendue plus loin qu'on le pense. De tous les pays industrialisés, le Japon est le seul qui avoue publiquement mener un programme de recherche en vue de créer un humanoïde. C'est une sorte de projet national, comme la course à l'espace des Américains dans les années 60. Habitués au travail automatisé, à l'omniprésence des machines, et vivant dans les canyons de néon de Tokyo, les Japonais, pour la plupart, connaissent peut-être déjà mieux que nous le monde qui nous attend demain. Depuis le début des années 70, l'université Waseda de Tokyo travaille sur un concept d'humanoïde. Lui apprendre à se tenir debout et à marcher n'est rien comparé à la somme de travail qu'il faut pour lui apprendre à interagir avec son environnement, à reconnaître les sons et les images, distinguer entre le chaud et le froid, l'ombre et la lumière. C'est le grand défi des chercheurs. Regardez ce prototype. Il peut suivre un objet du regard. Celui-ci encore réagit à l'intensité de la lumière. Vous voyez, petit à petit, les barrières s'effondrent. Ce n'est pas encore John Travolta, mais c'est pas mal quand même pour un robot qui pèse environ 300 kg. Wabian est le plus récent prototype du projet humanoïde. En collaboration avec de grandes entreprises japonaises, l'université Waseda veut construire un robot qui ressemble à une personne. Reproduire la mécanique du corps humain n'est qu'une partie du projet. Le robot de l'université Waseda devra pouvoir imiter le comportement d'un être humain pour qu'il soit capable éventuellement d'avoir des relations utilitaires et amicales avec ses maîtres. Un homme et son épouse doivent s'adapter non seulement sur le plan physique, mais psychologiquement aussi. Alors, si on veut avoir un humanoïde, il faut non seulement qu'on s'entende sur la forme, mais aussi sur l'aspect psychique. Pendant qu'à l'université Waseda, on travaille, disons, sur l'esprit, ailleurs, on soigne l'apparence. Car les Japonais poussent jusqu'au bout l'idée que pour faciliter l'interaction, les robots doivent le plus possible ressembler aux humains. C'est le casse-tête du professeur Fumio Hara de l'Université des sciences de Tokyo. Il est en train de créer un visage robot. Bardé de récepteurs sensoriels, celui-ci peut déjà exprimer 6 émotions différentes. Le plaisir, la surprise, la colère, la peur, la tristesse, le dégoût, des expressions faciales typiques que nous avons tous en commun, Européens comme Japonais. C'est ce que fait ce visage. Le progrès dans ce domaine est aussi fulgurant qu'en informatique.
c'est la deuxième génération du visage du professeur Hara. Le prochain pourra peut-être réagir aux images et aux sons. Croyez-vous vraiment qu'une tête comme ça va marcher un jour dans la rue? Un jour, sans doute. Dans 10 ou 20 ans, peut-être. La technologie nous permettra d'avoir un robot comme ça parmi nous. Mais ça va quand même prendre beaucoup d'intelligence artificielle pour qu'on puisse un jour faire marcher ce robot-là dans la rue. Il y en a beaucoup dans ce visage robot? Oui, mais dans 5 à 10 ans, on pourra avoir l'intelligence d'un chien ou d'un bébé, par exemple. Et peut-être 20 ans pour avoir un humanoïde plus perfectionné. Pour l'instant, nous avons les expressions faciales. Et si on lui ajoute une voix, on pourra communiquer plus facilement. Qui est-ce qui sait ce qu'on trouvera dans l'océan urbain qu'est Tokyo dans 20 ans? Les recherches actuelles vont-elles aboutir à la création d'une sous-classe de serviteurs faits de silicone et de plastique? Comment comprendre cette fascination des Japonais pour les robots? Pour l'instant, ils expliquent qu'ils doivent absolument trouver une solution au vieillissement de la population, car bientôt, il n'y aura plus assez de jeunes pour s'occuper des vieux. Ils espèrent faire des robots pour travailler dans les foyers de personnes âgées. Mais il y a plus. Il faut, pour comprendre ce respect des machines, chercher ailleurs. Quelque chose peut-être qui tiendrait à l'âme japonaise. In Buddhism, so you can see anything has a kind of a soul, even the stone on the road. So, dans le bouddhisme, toute chose a une âme, même les pierres sur la route. Et les objets artificiels ne sont pas purement artificiels. Ils ont une âme aussi. A kind of a soul inside. Pauvres gens, pauvres hommes. Allez, pousse. Si vous croyez me frayer avec ma tête dans le rue. Oh. En science-fiction, un robot vient rarement avec une âme. On ne peut s'empêcher de craindre, comme dans les scénarios de films, que l'inventeur voit sa créature mécanique lui échapper. Aujourd'hui, plus que jamais. Car si on donne toujours plus d'intelligence aux humanoïdes, qui est-ce qui va s'assurer qu'un jour, en plus de vous suivre du regard, le robot ne vous lancera pas un couteau? On est bel et bien rendu là. When you tell something to the robot, vous pouvez lui dire, par exemple, d'aller dans une pièce, d'éteindre la lumière quand quelqu'un entre. Vous pouvez utiliser ce genre de fonction pour des fins criminelles. Alors, pour éviter ce genre de dérapage, il faudrait constituer une sorte de mémoire du comportement du robot. Un peu comme avec les boîtes noires des avions. Personne ne peut modifier les données à l'intérieur des boîtes. Un comité japonais réfléchit au problème du contrôle des robots. Ce n'est pas théorique. L'obsession de créer un humanoïde ranime ces vieilles notions du bien et du mal. Les Américains, eux, évitent ce débat. The constraint of having a robot have to look like a human is a very hard... Essayer de donner un aspect humain au robot impose des contraintes qui ne nous intéressent pas. C'est comme si on disait que les avions doivent battre des ailes parce que c'est ainsi que font les oiseaux. Nous savons très bien que cela n'est pas nécessaire pour faire voler de gros avions puissants et rapides autour de la Terre. Pourquoi ferions-nous cela avec le cas des robots? Je suis bien content qu'il y ait des gens qui le fassent. Les recherches sur les humains et les robots m'intéressent beaucoup parce que les défis techniques sont très semblables à ceux auxquels les autres projets de robotique font face. Mais le fait qu'ils aient un aspect humain n'a pas grande importance. La recherche en robotique, en dehors du Japon, prend peut-être d'autres voies, mais le résultat est le même.
l'arrivée dans nos vies de machines intelligentes est pour demain. De tous les pays industrialisés, le Japon est le seul qui avoue publiquement mener un programme de recherche en vue de créer un humanoïde. C'est une sorte de projet national, comme la course à l'espace des Américains dans les années 60. Habitués au travail automatisé, à l'omniprésence des machines, et vivant dans les canyons de néon de Tokyo, les Japonais, pour la plupart, connaissent peut-être déjà mieux que nous le monde qui nous attend demain. Depuis le début des années 70, l'Université Waseda de Tokyo travaille sur un concept d'humanoïde. Lui apprendre à se tenir debout et à marcher n'est rien comparé à la somme de travail qu'il faut pour lui apprendre à interagir avec son environnement, à reconnaître les sons et les images, distinguer entre le chaud et le froid, l'ombre et la lumière. C'est le grand défi des chercheurs. Regardez ce prototype. Il peut suivre un objet du regard. Celui-ci encore réagit à l'intensité de la lumière. Vous voyez, petit à petit, les barrières s'effondrent. Ce n'est pas encore John Travolta, mais c'est pas mal quand même pour un robot qui pèse environ 300 kg. Wabion est le plus récent prototype du projet humanoïde. En collaboration avec de grandes entreprises japonaises, l'Université Waseda veut construire un robot qui ressemble à une personne. Reproduire la mécanique du corps humain n'est qu'une partie du projet. Le robot de l'Université Waseda devra pouvoir imiter le comportement d'un être humain pour qu'il soit capable éventuellement d'avoir des relations utilitaires et amicales avec ses maîtres. Un homme et son épouse doivent s'adapter non seulement sur le plan physique, mais psychologiquement aussi. Alors, si on veut avoir un humanoïde, il faut non seulement qu'on s'entende sur la forme, mais aussi sur l'aspect psychique. Pendant qu'à l'Université Waseda, on travaille, disons, sur l'esprit, ailleurs, on soigne l'apparence. Car les Japonais poussent jusqu'au bout l'idée que pour faciliter l'interaction, les robots doivent le plus possible ressembler aux humains. C'est le casse-tête du professeur Fumio Hara de l'Université des sciences de Tokyo. Il est en train de créer un visage robot. Bardé de récepteurs sensoriels, celui-ci peut déjà exprimer 6 émotions différentes. Le plaisir, la surprise, la colère, la peur, la tristesse, le dégoût, des expressions faciales typiques que nous avons tous en commun, Européens comme Japonais. C'est ce que fait ce visage. Le progrès dans ce domaine est aussi fulgurant qu'en informatique. C'est la 2e génération du visage du professeur Hara. Le prochain pourra peut-être réagir aux images et aux sons. Croyez-vous vraiment qu'une tête comme ça va marcher un jour dans la rue? Un jour sans doute, dans 10 ou 20 ans peut-être. La technologie nous permettra d'avoir un robot comme ça parmi nous. Mais ça va quand même prendre beaucoup d'intelligence artificielle pour qu'on puisse un jour faire marcher ce robot-là dans la rue. Il y en a beaucoup dans ce visage robot? Oui, mais dans 5 à 10 ans, on pourra avoir l'intelligence d'un chien ou d'un bébé, par exemple. Et peut-être 20 ans pour avoir un humanoïde plus perfectionné. Pour l'instant,
Nous avons les expressions faciales. Et si on lui ajoute une voix, on pourra communiquer plus facilement. Qui est-ce qui sait ce qu'on trouvera dans l'océan urbain qu'est Tokyo dans 20 ans? Les recherches actuelles vont-elles aboutir à la création d'une sous-classe de serviteurs faits de silicone et de plastique? Comment comprendre cette fascination des Japonais pour les robots? Pour l'instant, ils expliquent qu'ils doivent absolument trouver une solution au vieillissement de la population, car bientôt, il n'y aura plus assez de jeunes pour s'occuper des vieux. Ils espèrent faire des robots pour travailler dans les foyers de personnes âgées. Mais il y a plus. Il faut, pour comprendre ce respect des machines, chercher ailleurs. Quelque chose peut-être qui tiendrait à l'âme japonaise. In Buddhism, so you can see anything has a kind of a soul, even the stone on the road. So, dans le bouddhisme, toute chose a une âme, même les pierres sur la route. Et les objets artificiels ne sont pas purement artificiels. Ils ont une âme aussi. A kind of a soul inside. Pauvres gens, pauvres hommes. Allez, ousse. Si vous croyez m'effrayer avec ma tête dans l'huile. En science-fiction, un robot vient rarement avec une âme. On ne peut s'empêcher de craindre, comme dans les scénarios de films, que l'inventeur voit sa créature mécanique lui échapper. Aujourd'hui, plus que jamais. Car si on donne toujours plus d'intelligence aux humanoïdes, qui est-ce qui va s'assurer qu'un jour, en plus de vous suivre du regard, le robot ne vous lancera pas un couteau? On est bel et bien rendu là. Vous pouvez lui dire, par exemple, d'aller dans une pièce, d'éteindre la lumière quand quelqu'un entre. Vous pouvez utiliser ce genre de fonction pour des fins criminelles. Alors, pour éviter ce genre de dérapage, il faudrait constituer une sorte de mémoire du comportement du robot, un peu comme avec les boîtes noires des avions. Personne ne peut modifier les données à l'intérieur des boîtes. Un comité japonais réfléchit au problème du contrôle des robots. Ce n'est pas théorique. L'obsession de créer un humanoïde ranime ces vieilles notions du bien et du mal. Les Américains, eux, évitent ce débat. The constraint of having a robot have to look like a human is a very Essayer de donner un aspect humain au robot impose des contraintes qui ne nous intéressent pas. C'est comme si on disait que les avions doivent battre des ailes parce que c'est ainsi que font les oiseaux. Nous savons très bien que cela n'est pas nécessaire pour faire voler de gros avions puissants et rapides autour de la Terre. Pourquoi ferions-nous cela avec le cas des robots? Je suis bien content qu'il y ait des gens qui le fassent. Les recherches sur les humains et les robots m'intéressent beaucoup parce que les défis techniques sont très semblables à ceux auxquels les autres projets de robotique font face. Mais le fait qu'ils aient un aspect humain n'a pas grande importance. La recherche en robotique, en dehors du Japon, prend peut-être d'autres voies, mais le résultat est le même. L'arrivée dans nos vies de machines intelligentes est pour demain. Les hauts plateaux arides du Nouveau-Mexique. Un décor idéal de scénario de science-fiction où de mystérieuses machines se préparent à envahir la Terre. Après tout, c'est bien ici que sont installés les laboratoires les plus secrets de l'armée américaine. Tout à coup apparaissent de mystérieux insectes. Non, ce sont des robots. Isaac Asimov, le célèbre écrivain de science-fiction, avait énoncé les 3 lois de la robotique, c'est-à-dire un robot ne peut nuire à l'être humain, il doit obéir à ses ordres et enfin doit se protéger
si ce n'est pas incompatible avec les deux premières lois. L'inventeur de ces machines s'appelle Mark Tilden. Ces robots obéissent à 3 lois bien différentes de celles d'Asimov. Cherche la lumière, sauve ta peau et mets la main sur tout ce que tu peux. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'à moins d'avoir un corps bien construit, un bon réseau nerveux, il ne servirait pas à grand-chose d'avoir un cerveau de qualité. Tilden fabrique des robots qui fonctionnent coûte que coûte. Sa grande innovation, c'est qu'ils marchent sans ordinateur. Ils ne transportent aucune charge, ni ne traînent d'encombrants filages. Ils sont mus par l'énergie solaire et ont un seul but, trouver la lumière. C'est ça qui les fait avancer. Ils ont des petits moteurs sur chaque patte avec des capteurs. Lorsqu'ils touchent un obstacle, le système de distribution du courant essaie autre chose, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'obstacle ait été contourné. Ces robots sont saisissants parce qu'ils ressemblent vraiment à des insectes. Et d'ailleurs, ils en reproduisent le système nerveux. Tilden et son collègue, le théoricien nucléaire Brossel Haslaker, parlent d'ailleurs de leurs robots comme s'ils étaient vivants. S'il voit la lumière, là, il aura envie d'aller la chercher, car c'est ce qu'on lui a appris à faire. Il faut lui faire découvrir le monde, comme une vraie souris ou un vrai serpent biologique. Si vous prenez ces araignées et que vous les projetez dans l'espace, elles ne feront rien d'intéressant, car il n'y a rien pour interagir. Elles vont simplement s'assoupir et rêver. Mais jetez-les dans le désert, elles vont s'éveiller tout d'un coup. Elles vont utiliser leur environnement pour se définir. Si vous jouez suffisamment longtemps avec ces serpents, par exemple, si vous passez suffisamment de temps avec ces insectes-machines, vous finissez par croire que ce sont des êtres vivants. Je ne fais pas la différence entre un chat, une souris et ces machines. De fait, mes chiens en ont eu peur lorsque je les ai mis en marche. Ils se sont mis à aboyer. Tilden ne cesse d'émerveiller avec ces machines. Elles sont exposées dans plusieurs musées et c'est un conférencier couru. Il y a un moyen de donner un but à ces robots. Il suffit d'ajouter de minuscules récepteurs sensoriels pour leur donner une mission précise. Ici, par exemple, l'araignée va arpenter un champ à la recherche de mines antipersonnelles. Elle va en faire exploser tant qu'il lui restera assez de pattes pour marcher. Puis, si elle est complètement détruite, ce n'est pas grave. Ça ne coûte rien à produire. J'ai soudain réalisé qu'il y avait un gros manque dans le domaine de la robotique. Peu de gens travaillent sur la mise au point des corps des robots. Je me suis dit que si je réussissais à concevoir de très bons corps de robots, je pourrais discuter avec des collègues qui auront conçu de très bons cerveaux de robots. Et avec un peu de chance, nous pourrions les mettre l'un dans l'autre et nous rapprocher un peu plus des robots qu'on imagine depuis 2000 ans. Parce qu'ils sont d'abord et avant tout autonomes, ces robots peuvent aller là où on ne va pas, là où on ne peut pas aller, comme dans le corps humain. On peut les réduire à la taille d'une cellule. On peut en faire des milliers sur une puce électronique. On peut les équiper de capteurs et on obtient de merveilleux instruments médicaux. C'est peut-être finalement dans l'infiniment petit que l'on se rapproche le plus de la vie artificielle et du danger. Ce genre de recherche pourrait mal tourner si on arrivait à réduire ces machines à la taille d'une cellule et qu'on leur donnait la capacité de se reproduire. En d'autres termes, si vous ne les fabriquez plus en silicone, mais plutôt en composé du carbone, et que vous leur donnez des éléments du code génétique, que vous leur donnez un algorithme génétique et que vous leur permettez de se reproduire, et alors là, les choses pourraient commencer à se gâter, parce qu'on ne contrôlerait plus ces machines. Mais restons pour le moment dans le monde du visible. Tilden et Haslaker ont fait monter les enchères, si l'on peut dire. Ils ont appliqué leur technique à quelque chose de plus gros, disons un tabouret qui marche. Ils l'ont appelé Roswell, du nom de cette ville du Nouveau-Mexique, visitée par des extraterrestres, dit la légende.
Il est le fruit d'une recherche financée par l'armée, qui d'ailleurs s'en est emparée pour que ses propres techniciens l'observent plus attentivement. Imaginez comme ce serait facile d'installer un pistolet mitrailleur sur ce robot. On n'en est pas encore aux armées de robots des jeux vidéo, mais la science-fiction ne fait qu'extrapoler sur ce que l'on fait déjà aujourd'hui. Aucun militaire ne peut se permettre le luxe d'être en retard sur la recherche. L'armée américaine s'intéresse à tout ce qui se fait dans le monde. Si on regarde dans l'histoire, c'est le militaire, en fait c'est les guerres qui ont forcé le progrès technologique, c'est normal. 4 fois par exemple l'armée américaine sont venus, la 4e fois un groupe de 12-15 personnes, les généraux, etc. Ils sont venus vous voir 4 fois? 4 fois, oui. Vous semblez dire qu'on va faire des soldats humanoïdes bientôt. Vous pensez vraiment que on est à 50 ans à peu près de ça? Il y a déjà dans les labos le progrès sur cette question. Mais probablement avant je meurs, j'ai maintenant 52 ans. S'il n'y a pas un robot qui peut marcher vraiment avec une bonne balance, et qui voit, etc., dans 20 ans, je serai vraiment surpris. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les guerres font progresser la technologie et en temps de paix, l'armée finance la recherche. C'est le cas aux États-Unis. Le laboratoire Sandia du ministère de l'Énergie des États-Unis au Nouveau-Mexique développe toute une série de concepts pour créer des petits robots autonomes, extrêmement robustes, capables de fonctionner dans toutes sortes d'environnements. Ils peuvent travailler seuls ou en groupe, comme ici, pour surveiller les approches d'un site stratégique. Ils sont téléguidés ou programmés pour accomplir une tâche précise. Le plus terrifiant s'appelle Fire Ant. Terré dans un buisson, la machine attend patiemment son homme, qui n'aura aucune chance. Si le laboratoire accepte de nous montrer ces petits robots, imaginez ce qu'ils gardent cachés. Le Survival Research Laboratories de San Francisco se spécialise dans les spectacles apocalyptiques. Dans celui-ci, monté en Californie, les machines se déchaînent et tuent avant de se détruire elles-mêmes. Parodie de cette fuite en avant technologique qu'est notre société ou appel au secours? Le directeur artistique du groupe, Mark Pauline, n'est pas certain. Nos spectacles visent en partie à éveiller nos peurs les plus profondes à l'égard des machines, en tant que prolongement de nos impulsions les plus extrêmes. C'est le but. Peur des machines ou peur de l'avenir? Peur de ce que l'avenir nous réserve. D'être un jour dépassé par nos inventions. Je crois qu'on peut dire que c'est une parabole. On peut décrire la recherche en robotique et en intelligence artificielle comme une sorte de course des machines à la poursuite de l'esprit humain. Seront-elles plus intelligentes que nous? Vont-elles échapper à notre contrôle? Ce monde-là qui nous attend demain, sera-t-il encore le nôtre?